Bienvenue à Pain sur la planche, le podcast qui te fait pas sentir mal de manger un sac de chips en même temps de l'écouter en temps de confinement. Pain sur la planche, c'est quoi? Ben c'est moi, Philippe Montreuil, qui te parle de bouffe sur toutes ses angles, sur toutes ses facettes, avec invité ou non, et ce, sans prétention. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je vais m'attaquer à un sujet qui est un petit peu d'actualité. On vit présentement une crise mondiale avec cette pandémie du coronavirus. Les gens se camouflent, se cachent l'un de l'autre et font des provisions pour ce qui s'en vient. Aujourd'hui, face à cette pandémie de la COVID-19, je vous propose de revenir dans le passé et de vous parler de l'alimentation en temps de pandémie et comment cela a influencé la société. Ah ouais, on part ça! Un matin, j'ai pas le goût de déjeuner. Pris mon café puis je suis parti pour la journée. Fait que c'est ici que je te parle de bouffe sur toutes ces tranches. Aujourd'hui, j'ai ben du pain sur la planche. Alors aujourd'hui pour l'émission, en fait on va voir certains sujets, puis en fait on va s'attaquer à trois grandes pandémies et comment cela a influencé la nourriture, ou du moins comment ça a influencé la bouffe avec les gens. Donc, tout d'abord, la première qu'on va voir, c'est la peste noire. Ensuite, on va s'attaquer au choléra du 19e et du 20e siècle. Et ensuite, on va s'attarder à la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Donc, tout d'abord, la peste noire du 14e siècle. En fait, ça s'est déroulé durant le temps du Moyen Âge. Et en fait, on va parler de deux choses. Tout d'abord, les changements alimentaires qui se déroulent avant l'épidémie. Ensuite, on va s'attarder à ce qui se passe pendant l'épidémie. Et ensuite, on va voir les changements positifs après l'épidémie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant qu'il y ait cette épidémie-là de la peste noire qu'on appelait la grande mort ou la mort noire, c'est qu'il y a eu une grande famine de 1315 à 1317. Pourquoi une grande famine en Europe? Eh bien, tout d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. Il y a eu des temps de sécheresse précédant 1315 et suivi de temps avec beaucoup de pluies abondantes, ce qui faisait que les récoltes n'étaient vraiment pas régulières. Donc, il y a eu une crise dans la production agricole en Europe, notamment dans la production céréalière. Si vous voyez où ce que je veux venir, ben, pas de céréales, pas de farine, pas de pain. Puis il faut pas oublier qu'on est au Moyen Âge où le pain, c'est pas mal la seule nourriture qu'on peut manger de manière hebdomadaire et sinon même journalière, puis qu'on est assuré de se remplir. Donc les moins bonnes terres, étant donné cette sécheresse-là, vont retourner en friche, et ce qui va faire qu'il y a certaines forêts qui vont se redévelopper. En France seulement, la production céréalière et même celle des vignes va chuter de 30 à 50% selon les différentes régions. Donc, ce lien-là, en fait, qu'on peut faire, c'est avec le manque de vivres qu'il y a, le manque de production agricole, bien ça va vraiment créer une grande famine, donc la grande famine de 1315-1317. En lien justement avec la qualité des sols, on va voir également l'émergence du mal des ardents. Le mal des ardents, c'est quoi en fait? Ça s'appelle de l'ergotisme. L'ergotisme, c'est quoi? C'est un genre de champignon qui va se développer chez la personne dû à la consommation de sel qui va être contaminé par le même champignon. Donc, en plus d'avoir une grande famine, ben en plus, on a une petite maladie qui commence qui s'appelle le mal des ardents qui va venir un peu affecter la santé des personnes avant la peste noire. Mais là, quand arrive la fameuse peste noire, c'est-à-dire la peste noire, on pense encore aujourd'hui que c'est dû, dans le fond, à un genre de petite bébite qui était sur les rats et qui a ensuite propagé ça partout en Europe. Ben, les médecins, ils savent pas comment justement soigner cette maladie-là. C'est pourquoi ils vont simplement commencer à faire des conseils alimentaires, étant donné que c'est la seule chose qu'ils peuvent avoir contrôle là-dessus. Donc, ce qu'on va conseiller aux gens au niveau alimentaire, c'est de consommer des bouillons, des poudres digestives, d'autres préparations, tu sais, mettons, type médicinales à base d'herbes, qu'il faut alterner avec des lavements. Des lavements ici, je parle pas de se laver, je parle de laver son derrière, mais plutôt laver également l'intérieur de son derrière, et ce, fréquemment. Certains médecins allaient même jusqu'à prescrire 6 lavements par jour.
Fait que c'est un peu rough quand on veut manger et subir en plus tous ces lavements-là. Et bien évidemment, peut-être que je vous apprends rien, mais ces remèdes-là vont être sans effet. Donc, qu'est-ce que les médecins vont faire? C'est qu'ils vont ramener certaines pratiques alimentaires de la Grèce antique, donc l'époque précédant le Moyen Âge. Puis on va y aller avec deux choses. Tout d'abord, avec la médecine Galien. Galien, c'est qui? Ben, c'était un penseur, un médecin de la Grèce antique. Puis on va vraiment insister sur les différents régimes alimentaires. Mais également, on va se baser sur la théorie des humeurs d'Hippocrate. Hippocrate qui est, comme on peut le voir, le serment d'Hippocrate qu'on fait faire aux médecins partout dans le monde. C'est le père de la médecine. Puis en fait, Hippocrate, il y avait la théorie des humeurs qui veut dire que chaque personne a en lui les 4 éléments, soit l'eau, la terre, l'air et le feu. On se sent quasiment comme dans Avatar. Mais en fait, ces interactions-là vont être affectées par... les interactions que l'homme a, en fait, vont être affectées par ces humeurs-là, puis également ces humeurs-là vont affecter l'homme. Donc, il s'agit vraiment de conseils de prévention qui vont être destinés à vraiment aider les gens pour ça. Parce que puisque la maladie était chaude et humide, les médecins vont inciter, selon la théorie des humeurs d'Hippocrate, pour que les patients consomment une alimentation qui est froide et sèche pour combattre la maladie. Bien évidemment, vous me voyez venir, il s'agissait surtout de conseils qui étaient donnés en prévention destinés aux classes supérieures de la société, donc aux gens vraiment plus nantis. Mais également, il ne faut pas oublier qu'au Moyen Âge, c'est surtout le clergé, du moins l'Église catholique est vraiment importante. Donc, pour rester en bonne santé, il faut également surveiller son alimentation, nous disent les régimes de santé. Mais il faut également s'attarder à le rythme de nos repas. Donc, un seul mot d'ordre, la sobriété. Il ne faut surtout pas tomber dans la gloutonnerie parce que ça, c'est un péché. Donc, la maxime qu'on va mettre vraiment l'accent, c'est la gloutonnerie tue plus que l'épée. Donc, ça va être vraiment les médecins médiévaux qui vont essayer de pousser cette maxime-là afin de conseiller seulement un repas par jour et ça pour les pauvres. Mais les médecins aussi, ils vont conseiller d'autres aliments, moins en fonction de leur qualité nutritive que de leur prix. Bien, comme je vous ai dit, les conseils étaient surtout donnés aux personnes qui étaient plus nantis, plus riches de la classe, par exemple des seigneurs, des rois, des princes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conseiller du pain blanc, de la volaille, des poissons. Donc, tout ça va être vraiment recommandé parce que c'est juste les riches qui peuvent se les offrir. Alors que ce qu'on va déconseiller, c'est les légumes secs, mais comme vous pouvez me voir venir, ça c'est la nourriture des pauvres, puis ça ne doit pas être mis au menu selon eux. Donc, les médecins, ils vont pas seulement prescrire non plus certains aliments, mais également une façon comment les apprêter. Donc, ce qu'on va faire, c'est cuire pour une certaine température et on va même jusqu'à éviter certaines épices parce qu'on pense que ça va venir jouer selon la théorie des humeurs puis que ça va venir, influencer les humeurs de l'esprit et on veut ici les calmer. Donc, c'est sûr, la peste noire, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir vraiment beaucoup de morts. Donc, beaucoup de morts veut aussi dire beaucoup de terres disponibles. Donc, les gens vont commencer à se disperser puis prendre des terres. Avant, les gens cultivaient majoritairement des céréales afin de répondre à la surpopulation de l'époque parce que c'était la chose qui pouvait nourrir le plus de monde. On pouvait faire de la farine, on pouvait faire du pain. Donc, c'est la manière la plus facile de répondre à cette crise alimentaire-là. Mais après la peste, on voit vraiment la multiplication des terres d'élevage et de pâturage. C'est-à-dire que les gens vont commencer à élever des bovins, élever des moutons, des chèvres, pour justement venir multiplier les sortes alimentaires. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la baisse de la population va pousser les gens à trouver de nouvelles façons de cultiver, étant donné qu'il y a premièrement un manque de main-d'œuvre, et que le coût de celle-ci est vraiment élevé,
parce que justement, elle se fait très rare. Donc, en campagne, on va prioriser le bétail parce que ça prend vraiment moins de personnes pour surveiller les animaux. Puis on va trouver des nouvelles manières, en fait, d'utiliser l'animal pour, par exemple, défricher. En ville, par contre, on va vraiment essayer de trouver des nouvelles technologies pour produire plus efficacement de la nourriture pour être en mesure de répondre à la demande des villes. Ce qui va vraiment mener à un niveau de vie plus élevé et donc à une alimentation qui est plus équilibrée. Donc, on peut voir l'effet après la pandémie sur l'alimentation. Donc, les gens n'avaient pas nourriture face à cette épidémie et durant la crise, les médecins ne savaient pas trop comment nourrir ces populations affamées, mais surtout souffrantes. Mais même si la peste noire a été cruelle sur la civilisation, elle a tout de même permis une avancée dans les technologies agricoles et dans la diversification des cultures. Notamment, certains historiens disent que la peste noire est le moment pivot du Moyen Âge à la Renaissance, car les gens se tournent vers les avancées technologiques et ont un meilleur mode de vie alimentaire. Deuxième pandémie, la pandémie de choléra de 1817 à 1923. Comme on l'a vu avec la peste noire, les gens étaient déjà en situation de malnutrition avant l'émergence de la maladie. Donc, ils n'étaient déjà pas fait fort pour faire face à la maladie quand celle-ci est apparue. Dans le cas du choléra, les gens avaient une meilleure alimentation et c'est plutôt la nourriture qui les a trahis. En effet, il y a deux liens que l'on peut faire avec l'alimentation et le choléra. Tout d'abord, l'alimentation comme rôle dans la transmission de la maladie et ensuite la modification des habitudes alimentaires face au choléra. D'abord, pour se mettre en contexte, on parle ici de 6 pandémies de choléra qui se présentent en fait sur un siècle et touchant tout le continent. On parle même quasiment d'une 7e vague de pandémie, selon certains historiens. Ce fut une période où il y avait vraiment beaucoup de voyages militaires, commerciaux, touristiques, dû notamment au fait qu'on était en période de colonialisme. Donc, les Britanniques allaient voir les Indes, la France allait en Afrique, allait dans toutes ces colonies outre-mer. Donc, l'homme va vraiment s'infecter en mettant la main dans sa bouche ou à ses aliments. Également, on va découvrir que les gens infectés vont aussi transmettre la maladie en touchant la nourriture et en faisant la cuisine, notamment par la préparation des aliments qui sont crus. Puis c'est seulement en 1854 qu'on découvre que le choléra est transmis par l'eau par le médecin britannique John Snow. Non, c'est pas le Lord Commander de la Blackwash pour ceux qui écoutent Game of Thrones. C'est plutôt un médecin qui s'inquiétait pour sa patrie. Donc, celui-ci, résidant à Londres, il va faire une carte détaillée de la propagation du choléra dans la ville par l'eau, puis il va même trouver une fontaine où est-ce qu'il croit que c'était l'origine de la maladie dans la ville de Londres. Donc, l'eau qui est responsable de la salubrité, de l'hygiène, mais également de l'alimentation des peuples, est maintenant le vecteur de transmission de cette maladie. Car de l'eau, il y en a dans tout, notamment dans nos aliments. Les aliments peuvent être infectés de deux manières, externes par les mains ou par eux-mêmes dès le départ, notamment les fruits de mer, les crustacés et les poissons, puisqu'ils sont recueillis en eau contaminée. Si je vous donne un exemple, par exemple, une huître, le propre de l'huître, c'est qu'elle va venir filtrer l'eau alentour pour pouvoir se nourrir. Donc, il y a vraiment un effet de filtration qui est créé par l'huître. Ce qui va faire, en fait, que si elle filtre de l'eau qui est infectée par le choléra, ben l'huître devient également infectée. Et après ça, monsieur, madame, tout le monde qui veut se nourrir va prendre cette huître et la manger et devenir ainsi infecté. Face à ce problème, il faut donc revisiter les habitudes alimentaires. Dans le livre Épidémie et terreur, sorti en 1951, on mentionne que dans la ville d'Avignon, les autorités ont décidé de bâtir des hôpitaux afin de soigner le peuple et de leur offrir une meilleure nutrition pour aider à se rétablir. Mais par contre, ces hôpitaux-là, c'était pas donné à tout le monde. Il fallait vraiment que tu sois vraiment malade. Et comme je vous dis, on est quand même à la moitié du 19e siècle, début 20e siècle. On a des personnes qui vivent encore en grande pauvreté. C'est pourquoi il y a certains gens moins fortunés, pour qu'on leur donne la soupe et de la nourriture, ils vont se présenter dans les hôpitaux disant faussement qu'ils avaient les symptômes de la maladie, juste pour pouvoir manger
de quoi pour le souper, de quoi pour la journée. On découvre également que le virus est détruit à plus de 70 degrés Celsius. On va donc découvrir également d'autres facteurs qui vont venir influencer le risque d'infection. Comme je dis, la température, mais également l'acidité et le nombre d'eau dans les aliments. Donc, c'est dire que de manger des pâtes au citron, c'est vraiment mieux que de manger une gazpacho parce qu'elle est plus acide. Bon, je ne suis pas médecin là-dessus, je ne le conseille pas si jamais vous pognez le choléra, mais c'est juste un exemple. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le choléra, justement, existe encore de nos jours. Par exemple, en 1991, au Pérou, il y a une épidémie de choléra qui va ravager la ville de Lima, car la base de l'alimentation des citoyens est le ceviche, soit du poisson qui est cru et qui est mariné, qui était vendu surtout par des stands de rue, donc souvent des gens qui vivaient dans des conditions moins salubres, souvent des gens qui étaient également infectés. Et plus récemment, le plus récent cas en fait de choléra, c'est en Haïti en 2010. Après que Haïti ait subi le séisme de 7,3 de magnitude qui était situé proche de Port-au-Prince, ça amène vraiment à la destruction des réseaux d'eau existants dans la capitale, de plusieurs logements, mais également de plusieurs terres. Donc les réfugiés du séisme vont se trouver dans des camps de survie avec peu d'accès à l'eau potable. Avec justement cette dénutrition-là, parce qu'on n'a plus de terre, on n'a plus de bouffe, on verra apparaître les premiers cas également de choléra. Au niveau alimentaire, le peuple haïtien ne vit qu'avec 2 jours de nutrition, de nourriture à l'avance à ce moment-là, parce qu'ils ont peu d'accès à de la nourriture. Les aliments de base de la nourriture haïtienne, comme par exemple quelque chose de simple comme du riz, ne peuvent pas être envisagés pour nourrir la population parce qu'ils ont perdu leur logement, ils ont perdu leur four pour le cuisiner. Puis c'est pourquoi l'aide humanitaire va aider en donnant des rations alimentaires compactes pour leur donner le nécessaire nutritionnel. Ça, ce que ça veut dire, c'est que à place de leur donner des ingrédients avec juste une recette, on va leur donner déjà des plats qui sont déjà préparés, rationnés, pour justement les aider pour ce moment-là, afin qu'ils puissent avoir au moins quelque chose à manger, quelque chose à croquer. Donc, on voit encore dans ces 2 exemples-là que le choléra a obligé les gens à se questionner sur leur alimentation et à modifier leurs habitudes alimentaires pour se défendre contre la maladie. Donc, pour résumer, on voit que l'eau, facteur important de la transmission de la maladie, mais également au cœur de la cuisine des peuples, car elle est vitale, va venir trahir les humains en transmettant la maladie. Toutefois, grâce à la science, leur capacité d'adaptation et leur résilience, les peuples vont apporter des changements dans les pratiques culinaires du 19e et du 20e siècle. 3e sujet, la grippe espagnole de 1918. Cette grippe, qu'on appelle souvent la grande tueuse, car elle a fait entre 50 et 100 millions de victimes, est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale. Justement, avec le mouvement des troupes militaires de partout dans le monde, le virus va se répandre partout sur la planète. C'est notamment le cas au Québec, où, oui, en fait, la grippe espagnole va faire 14 000 morts. Premier facteur, d'abord, les gens sont pas forts parce qu'ils ont une alimentation très restreinte étant donné la guerre. Je vous explique, on est en période de guerre, donc le rationnement est à son comble. On regarde tout ce qu'on mange, tout est calculé, soit par le gouvernement, on a des bons alimentaires pour pouvoir manger puis s'acheter de la bouffe, et that's it. Certains scientifiques pensent que l'une des causes de l'épidémie était la mauvaise qualité de la nourriture, vu qu'elle était rationnée au moment de la crise épidémique, étant donné la guerre. On ne sait pas dans quelle mesure la gravité de la pandémie a été accentuée par la malnutrition parmi les populations fatiguées par la guerre. Cependant, le fait que la maladie, même sous des formes graves, se soit propagée dans les pays qui sont neutres ou totalement non impliqués dans la guerre, comme par exemple l'Espagne, il semble suggérer que la malnutrition n'était pas nécessairement un facteur clé de l'épidémie, mais ça n'a pas aidé fort à améliorer la qualité des gens en confinement. Par exemple, à New York, l'épidémie a été déclarée terminée le 5 novembre, tandis qu'en Europe, elle a persisté en raison des pénuries de nourriture et de carburant provoquées par la guerre et subissant également plusieurs autres vagues de la pandémie. En Inde, le problème persiste également parce que le pays est touché par une sécheresse qui affecte la qualité des plants de nourriture. Ça va entraîner une famine qui va combiner ses effets avec la grippe espagnole.
Donc, un beau cocktail de mauvaises nouvelles. Donc, les gens succombant à la maladie, ben, ça va être surtout des jeunes adultes. Donc, la main-d'œuvre qui travaille dans les champs. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va accentuer également l'importance de la famine parce qu'il n'y a plus personne pour travailler dans les champs. Donc, les mécanismes exacts par lesquels la malnutrition puis la famine augmentent la gravité de la grippe restent encore à nos jours à définir. On ne le sait pas vraiment. Cependant, il y a des études expérimentales qui ont été faites, puis ils suggèrent que non seulement la malnutrition supprime le système immunitaire de l'individu au virus de la grippe, mais elle peut également faciliter l'émergence de nouvelles variantes de la maladie, donc quasiment une mutation, ce qui peut entraîner encore plus de dommages. Ensuite, l'autre sujet que je vais aborder, c'est que la plupart de l'Europe se remet de la pandémie de choléra, justement, quand arrive la grippe espagnole. Donc, la nourriture, ça va être le premier suspect dans la propagation de la maladie. Durant ces temps de pandémie, les gouvernements mettaient en place des interventions de santé publique afin d'aider les malades, notamment les services de santé locaux, à distribuer, par exemple, du savon gratuitement et puis à fournir de l'eau potable à ceux qui sont moins nantis ou qui en avaient moins accès. De plus, on inspecte de plus en plus sérieusement les produits alimentaires, notamment le lait, afin de contrôler la maladie. Les gens devaient rester chez eux, puis certains pays ont même mis en place des lois interdisant de cracher dans la rue. Ce qui a fait d'augmenter en fait les ventes de crachoirs de poche. Et oui, c'était un thing au début du 20e siècle, des crachoirs de poche. Finalement, les journaux et les tracts distribués dans la société annonçaient justement les vertus plus que thérapeutiques de l'eau filtrée pour contrer la maladie et ses effets. Donc, on va voir qu'on va suspecter la nourriture, mais on va mettre en place en fait des interventions pour justement limiter l'exposition de la maladie à la nourriture. Finalement, dernier aspect que je veux parler, c'est qu'avec le contexte de guerre qu'on est là-dedans, ben, tout le monde se pointe du doigt. T'sais, tous les pays accusent les nourritures venant de l'étranger comme étant une stratégie militaire pour affaiblir les armées ennemies. Donc, étant donné la censure également et la propagande durant le temps de la guerre, les journalistes n'avaient pas vraiment le droit de parler de la maladie, même durant le temps de la guerre. Parce que cela, ça se qualifiait de nouvelles pouvant affecter négativement le moral de la population. Étant donné que nous sommes en ce moment en temps de guerre, durant cette époque-là, la théorie du complot va vraiment faire rage. En effet, il y a même certains médecins militaires qui soupçonnent les Allemands d'avoir introduit des bacilles dans des boîtes de conserve alimentaires de provenance espagnole afin de décimer toutes les troupes des soldats alliés. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'Espagne étant neutre pendant la Première Guerre mondiale, les journaux étaient libres de signaler les effets dévastateurs que le virus pandémique de 1918 avait dans le pays. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'il a été généralement perçu que la pandémie était originaire d'Espagne et que l'infection a été incorrectement surnommée grippe espagnole, juste parce que ça a été le premier pays à en parler, puis le premier qui n'avait pas de ban à en parler de cette infection-là. Donc, grippe espagnole, pas tellement, mais bon, on va rester avec ça et l'histoire va rester collée avec son nom grippe espagnole. La pandémie de 1918 et 1919 a entraîné d'énormes améliorations dans la santé publique. En effet, il y a vraiment beaucoup de stratégies tactiques qui ont été mises, par exemple, dans l'éducation sanitaire, dans l'isolement, dans l'assainissement et la surveillance, notamment des lieux de production alimentaire, de l'alimentation en général. Donc, on a amélioré nos connaissances sur la transmission des maladies, puis il y a certaines de ces stratégies-là qui sont toujours mises en œuvre aujourd'hui pour enrayer la propagation d'une maladie qui aurait un lourd fardeau comme cette dernière. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de l'alimentation en temps de pandémie et comment la bouffe a pu influencer la société durant ces temps difficiles. Tout d'abord, parce que la malnutrition avant la maladie influence les chances de survie ou non face à une maladie. Également, la nourriture comme remède à ces maladies-là qu'on ne comprend pas, on essaie de se soigner du mieux qu'on peut. Les changements sociaux aussi que ces maladies-là vont amener, qui vont venir en fait faire d'autres changements dans notre alimentation. On a aussi parlé que la nourriture peut être, c'est plate, mais vecteur de transmission de la maladie. Puis finalement, la crainte de la nourriture en temps de pandémie et en temps de crise, parce qu'elle est si importante dans les vies, donc on la voit aussi bien comme un remède, comme on peut voir, ou comme notre plus grande peur.
Pour nous aujourd'hui, avec la pandémie que l'on subit, il est encore trop tôt pour voir les impacts que cette maladie a ou va avoir avec notre alimentation. Toutefois, on peut commencer à songer aux effets à court et moyen terme sur notre alimentation, comme l'a fait Lokolo, qui est une actrice dans le domaine de l'alimentation au Québec. Tout d'abord, on peut voir que les semences vont être retardées, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir les semences pour pouvoir planter, mais également le manque de main-d'œuvre pour aller travailler les champs puis récolter la culture, étant donné qu'il y a plusieurs de nos travailleurs qui viennent de l'étranger. L'effet peut aussi se faire sentir sur les restaurants, les entreprises agroalimentaires, les cabanes à sucre, les dépanneurs et même certains petits marchands. Par contre, si je reprends les paroles de Lokolo, ce qui est important, c'est de prendre conscience que nous sommes tous des citoyens alimentaires et que nous pouvons faire notre part pour soutenir notre système alimentaire en investissant dans l'économie locale, dans nos choix d'aliments, et cela nous permet de se questionner également sur notre système alimentaire, afin que celui-ci nous permette d'être plus en interaction avec nos communautés. On peut notamment voir de beaux mouvements, comme des restaurateurs qui vont privilégier les commandes pour apporter, les services de livraison, ou des restaurateurs ou des épiciers qui vont faire des dons de nourriture pour des organismes de dons alimentaires, afin que tout le monde continue à avoir une bonne bouffe dans ces temps pas trop faciles. C'est tout pour ce premier épisode de Pain sur la planche. Partagez, likez, abonnez-vous aux pages Facebook, Instagram, YouTube du podcast. Écrivez-moi un courriel à contact@painsurlaplanche.com pour me donner vos commentaires et suggestions. En terminant, cuisinez, aimez la bouffe, mais avant tout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!